Dans le cadre de nos émissions spéciales sur les élections municipales, nous avons invité les candidats à la mairie, qu'ils soient élus par acclamation ou encore en élection le 7 novembre prochain, à venir nous présenter leur programme et à répondre à nos questions. Les questions que nous allons leur poser vont porter sur 3 thèmes. D'abord, le thème de la vie municipale, le deuxième thème sur le développement économique et le développement durable, et enfin, on regroupe les thèmes de la culture, du tourisme et des loisirs. Le format de chacune des émissions est le suivant. Les candidats à la mairie ont 1 minute de présentation. Ensuite, sur 5 questions, 2 minutes de réponse par question. Et on termine ces présentations par 1 minute de conclusion. On accueille maintenant le maire élu par acclamation des éboulements, M. Pierre Tremblay. M. Tremblay, votre déclaration d'ouverture. Alors, bonjour à tous. Je suis heureux d'avoir été élu par acclamation pour mon 3e mandat. Alors, comme vous savez, je suis maire depuis 2013 pour la municipalité des Éboulements. Alors, en plus d'être maire, je participe à différents comités, dont vous savez aussi que je suis président du conseil d'administration du Camp Manoir des Éboulements depuis 2015. Je fais partie aussi du conseil d'administration du Musée maritime et aussi administrateur de la coop Câbleau-Distribution des Éboulements. Alors, dans les mandats précédents, mon objectif était d'être de plus en plus présent et d'être au fait des demandes et des besoins de la municipalité, des citoyens, et que j'entends encore une fois pour la prochaine année, pour le prochain mandat, de coopérer en harmonie avec le prochain conseil municipal. Alors, j'espère bien qu'on saura travailler ensemble pour le bienfait, le bien collectif de notre communauté. Monsieur Tremblay, merci. On va y aller tout de suite à nos périodes de questions. Vous avez 2 minutes de réponse pour chacune des questions. Et c'est notre journaliste Elisabeth Pailleur qui va vous poser ces questions. Oui, Madame Pailleur? Absolument. Merci, Martin. Monsieur Tremblay, la première question, comment envisagez-vous le développement de votre municipalité? Alors, je pense qu'il faut essayer d'être, je pourrais utiliser un terme audacieux, mais réfléchi. Alors, ce qui veut dire, c'est qu'on va travailler avec déjà ce qu'on a d'acquis. Alors, ce qu'on a d'acquis, c'est des services. La population s'attend à avoir des services. Et maintenant, avec les jeunes familles qui sont établies dans notre communauté, bien, il faut essayer de développer, les entendre, les écouter, et aussi être audacieux dans le sens de dépasser un peu les attentes. Il faut se mettre dans le temps que d'ici 10, 15 ou 20 ans, ce sera quoi les besoins de notre communauté? Alors, on a un milieu agricole, on a un milieu récréo-touristique. Alors, c'est à partir de ça qu'on va essayer de monter des projets qui viennent réaliser les avancées que le conseil municipal pourra mettre sur le tapis, en fait, à proposer à la population. Si vous aviez des services que vous voudriez améliorer à votre population, quels seraient-ils? Qu'est-ce qui vous apparaît important d'améliorer dans le prochain mandat? En fait, c'est les services au niveau loisirs et collectif, dans le sens aussi transport collectif. Alors, ça, je tiens beaucoup. Bien, naturellement, on est en train de parler de l'Internet et le système de téléphonie cellulaire. Oui. Comment ça se passe aux éboulements, ça? Bien, effectivement, en fait, on devrait avoir le service Internet haute vitesse d'ici septembre 2022. Je travaille actuellement avec nos directions locales pour essayer de trouver, éviter d'avoir des trous de services. Oui. Mais, par contre, au niveau du cellulaire, il va falloir faire une programmation ou une visée un petit peu plus loin avec les élus un peu supérieurs pour qu'on puisse obtenir vraiment un meilleur service au niveau de la téléphonie cellulaire. Merci. Deuxième question? Bien, en restant peut-être dans le même sujet, quelles sont vos priorités dans votre prochain mandat? Bien, d'abord, conserver nos acquis, ça c'est une chose qu'on a, conserver les services de proximité. Et aussi, je l'ai mentionné, on est maintenant la municipalité propriétaire du Camp Manoir depuis janvier 2021. À ce niveau-là, je pense que ce qui nous manque dans notre espace urbain, c'est justement un genre de salle communautaire multifonctionnelle ou un gymnase. Alors, pour pratiquer autant les sports d'été ou les sports d'hiver à l'intérieur. Alors, c'est un objectif que j'espère atteindre au cours du prochain mandat. Et aussi le transport collectif qu'on va travailler conjointement avec la MRC et pour atteindre aussi, faciliter le transport entre nos municipalités.
Ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup des citoyens des éboulements qui travaillent à l'extérieur de la municipalité et qui ont des problèmes de transport. C'est ce que vous avez noté comme problème? Autant les étudiants aussi, puis autant ceux qui travaillent. En fait, Baie-Saint-Paul ou les éboulements, c'est un moyen éviter que les parents puissent se promener 10 fois ou 20 fois dans la semaine. Alors, un transport collectif, je pense que c'est important. Autant aussi pour les personnes âgées qui doivent se déplacer ici pour les services médicaux ici dans la ville-centre. Votre municipalité comprend également Saint-Joseph-de-la-Rive. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique comme besoin de ce côté-là? C'est un village qui est déjà très touristique, le musée est là, il y a d'autres choses. Que voyez-vous comme chose à développer pour la population de Saint-Joseph-de-la-Rive? Par rapport à Saint-Joseph-de-la-Rive, on essaie de créer un pôle culturel. Alors, à ce moment, avec les 2 entités touristiques qui sont là présentement. On parle de la papeterie Saint-Gilles. On parle de la papeterie Saint-Gilles et du musée maritime. Alors, à ce niveau-là, on essaie de travailler pour développer, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup qui sont implantés dans ce secteur-là. Oui. Autant les éboulements, le secteur en haut que le Saint-Joseph-la-Rive. Alors, on va essayer de créer des événements culturels plus adaptés pour le milieu, justement, de Saint-Joseph-la-Rive. Et aussi, il y a quand même des services qu'il faut offrir, comme les eaux usées. On devrait travailler sur un nouveau service d'eau usée à ce niveau-là. Merci. Elisabeth Paillard pour une autre question. Oui. Quels sont vos leviers pour faire avancer des dossiers qui relèvent du ministère des Transports, comme la Côte-à-Godin, de la Société des traversiers ou encore du ministère de la Culture, comme le Musée maritime? Oui, bien, je suis content que vous posiez la question parce que le Côte-à-Godin, c'est l'événement, ça fait 2 ans, presque 2 ans là, qu'on travaille ce dossier-là. Oui. Le dossier, maintenant, appartient à la municipalité. Alors, on a eu les réponses négatives de la part de la sécurité publique par rapport à la Côte-à-Godin puis la réflexion. Parce que c'est considéré comme une route locale. C'est considéré comme une route secondaire, une route locale et fermée l'hiver aussi en plus. Alors, à ce moment-là, on va travailler. La difficulté qu'on a, c'est qu'il y a un site qui avait été identifié, mais le deuxième site est identifié, mais ce deuxième site-là n'est pas encore évalué jusqu'à sa juste valeur. Vous parlez d'un site, on sait où est située la Côte-à-Godin. Mais à l'intérieur où est-ce qu'il y a eu le glissement de terrain, oui. Il y a un site qui est bien apparent, mais il y a un site qui est moins apparent. Et ce site-là bouge régulièrement. Alors, on est encore au point de vue étude. Alors, la Côte-à-Godin, c'est un dossier que, honnêtement, je ne suis même pas certain de le régler dans les 4 prochaines années. C'est un dossier à travailler assez à long terme. Mais est-ce que ce n'est pas un peu frustrant pour vous ou vos dossiers majeurs, que ce soit au niveau des transports, au niveau du musée ou encore au niveau des traversiers, parce que c'est toute une question aussi. Ce sont des dossiers où on a l'impression que vous n'avez pas beaucoup de levier pour intervenir. Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant? Effectivement, vous le mentionnez, c'est un peu frustrant, mais c'est du travail à long terme. Alors, il faut travailler, il faut amener des éléments qui sont positifs pour notre municipalité, mais il faut aussi regarder aussi... c'est pas évident de travailler avec les différents ministères, puis toutes les municipalités le vivent régulièrement. Alors, c'est du travail à long terme, mais on n'abandonne pas le projet autant pour la Côte-à-Godin que pour les traversiers. Les traversiers, d'ailleurs, on espère bien avoir des réponses d'ici janvier, février, avec l'étude d'opportunité. Et à ce moment-là, il y aura une consultation des populations. Merci. Madame Paillard? Prochaine question, M. Tremblay. La région vit actuellement une pénurie de logements abordables. Avez-vous l'intention d'agir sur cette question? Bien, déjà, dans mon dernier mandat, on avait travaillé un peu la possibilité d'avoir un développement domiciliaire avec possiblement des loyers ou encore des jumelés. Et adapté aussi au point de vue salaire ou au point de vue conditions du milieu. Et il faut le faire à l'intérieur du périmètre urbain. Alors, le périmètre urbain, bien, on est en zone agricole bornée de chaque côté. Alors, c'est limité, mais il faut absolument travailler sur la possibilité d'établir des familles dans le périmètre urbain. Et c'est un objectif que j'entends bien travailler avec le nouveau conseil municipal d'ici les 4 prochaines années. Au moment où on se parle, avez-vous l'impression que vous offrez les services nécessaires pour inciter les familles à s'installer aux éboulements? Est-ce qu'il vous manque des services ou vous avez l'impression que vous avez une offre attirante pour les familles en ce moment? Je pense qu'on a une offre attirante. Si je parle par rapport aux loisirs que ce qu'on a, on a quand même un comité des loisirs. On a quand même, avec le camp de manoir, qui nous offre des services qu'on a conclu une entente avec eux pour avoir des services de loisirs pour toute l'année. On a quand même le club de ski de fond.
On a quand même beaucoup d'activités extérieures aussi, la patinoire, etc. Je pense que les services sont là. Il s'agit de les communiquer et de les adapter. Par exemple, 0,5 ans, on n'a presque rien. Alors à ce moment-là, parce qu'on est quand même en partenariat avec la commission scolaire au sujet du terrain de jeu. Alors à ce moment-là, on veut développer vraiment quelque chose beaucoup plus pour les familles d'enfants de bas âge de 5 et 5 ans. Pour le reste, il s'agit de la coordination. De mettre un peu... C'est-à-dire, oui? Bien, c'est-à-dire avoir une forme de coordination qui va gérer tous ces paliers-là ou ces niveaux-là de loisirs qu'on peut avoir. Ou même avec les organismes communautaires aussi. Je pense qu'on est très bien situé, on a un bon potentiel, c'est juste un peu de l'organisation. Madame Paillard, pour une dernière question? Absolument. Selon vous, qu'est-ce qui est prioritaire aux éboulements? Le développement de la culture, le développement des loisirs ou le développement du tourisme? En fait, le tourisme, on essaie de travailler. On est une municipalité qui a une mission récréo-touristique. Oui. Récréo-touristique, je répète. Et vous avez des atouts Exactement. qui sont présents. Ces atouts-là, vous m'avez parlé de Saint-Joseph-la-Rive. On parle peut-être du Mont des Éboulements. On parle peut-être de la côte à Godin qui pourrait devenir, en parenthèse, une glissade hivernale. Alors ça, c'est des projets qui sont là, récréo-touristiques. Mais comme je l'ai mentionné tantôt, il faut recréer un sentiment d'appartenance au niveau du périmètre urbain. Parce qu'on a quand même dans la municipalité 2 développements domiciliaires qui complètent, la demande de loyer ou de gens de l'extérieur. Actuellement, vous avez 2 projets de développement domiciliaire en cours. Qui sont déjà là. La seigneurie, c'est pas la municipalité. La seigneurie est là, et le domaine Charlevoix qui leur rôle de récréo-touriste, en fait, de résidence de tourisme, est bien acquis. Ça va très bien. On est là en partenaire avec eux. Mais je pense qu'il faut ramener un peu les familles dans notre périmètre urbain pour garder le sentiment d'appartenance. Garder nos paysages aussi, travailler là-dessus. Et tantôt, vous vouliez parler d'éco-responsabilité. Bien, développement durable, c'est un élément aussi qu'on va développer aussi dans l'avenir. Et vous nous parliez notamment de la récupération des eaux usées. Il y aurait du travail à faire là-dessus. Bien, en fait, surtout à Saint-Joseph-la-Rive, parce que maintenant, on a une obligation, on ne peut plus envoyer certains résidus liquides au fleuve. Mais ça, c'est déjà prévu puis c'est accepté par le ministère de l'Environnement. Pour le reste, ça va. On est très bien équipés. Monsieur Tremblay, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On vous écoute maintenant pour votre déclaration de conclusion. Alors, merci d'abord à toute la population d'avoir fait confiance encore pour un 3e mandat. Alors, ce que je peux vous mentionner, c'est que j'ai déjà travaillé avec une équipe différente durant les 2 derniers mandats. J'ai toujours été à l'affût et à l'écoute des demandes des citoyens et je m'entends encore une fois pour le prochain mandat d'être audacieux et réfléchi dans les propositions qu'on peut vous avancer au niveau de la population. Alors, je suis persuadé que le travail qui a été accompli, la continuité avec le nouveau mandat pourra satisfaire et je suis toujours à l'écoute des citoyens et dévoué mon temps. Il est pour vous collectivement. Pierre Tremblay, merci beaucoup. Merci. Alors, on a le plaisir d'accueillir maintenant Mme Claudette Simard, qui a été élue par acclamation, mairesse de Saint-Urbain. Mme Simard, bonjour. Oui, bonjour. Merci de l'invitation. Alors, tout d'abord, si vous me le permettez... Oui, votre déclaration d'ouverture, on vous écoute. Oui, alors j'aimerais bien pouvoir remercier l'ensemble des citoyens et citoyennes par le vote de confiance du fait que j'ai été réélue par acclamation. Oui. Alors donc, j'en suis très heureuse. Et il est évident aussi, comme vous le savez, depuis de nombreuses années, que la vie municipale a beaucoup changé. Les attentes des citoyens et citoyennes sont grandes envers la municipalité, en lien, bien sûr, avec le développement économique et social que l'on connaît, bien évidemment. Alors, nous, on s'engage à la municipalité, moi comme mairesse, mais aussi le conseil municipal, à continuer à travailler pour assurer le bien-être de notre population, pour vous rencontrer le plus souvent possible, pour être à votre écoute aussi et participer, bien sûr, à l'épanouissement de notre municipalité et en lien avec tous les projets qui sont en cours présentement. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous encore pour les 4 prochaines années. Merci.
Madame Simard, merci. On va maintenant passer à notre période de questions. Chaque question, vous aurez 2 minutes pour répondre à chacune des questions. Et c'est notre journaliste Elisabeth Paillard, à qui je passe la parole, qui va vous poser les questions. Merci. Madame Paillard? Bien, tout d'abord, Madame Simard, quelles orientations souhaitez-vous donner au développement de votre municipalité, notamment pour attirer de nouvelles familles? Oh, alors, je suis très heureux de pouvoir répondre à cette question puisque nous sommes justement dans l'action directe avec l'attractivité pour de jeunes familles dans la municipalité. Si je parle présentement de l'agrandissement de notre parc industriel pour le développement économique, si je parle de nos développements résidentiels, que ce soit le Boisé du Séminaire à Saint-Jérôme ou au cœur du village, qui est le développement de M. Jean-Jacques Etcheberry-Garay, qui peut accueillir jusqu'à 45 maisons pour le premier et au total, au Boisé du Séminaire, c'est 40 résidences aussi qui y seront construites. Alors, donc, on parle de 80 terrains disponibles pour des maisons unifamiliales. Il en reste moins de 80 puisque dans les 40 dans le rang Saint-Jérôme, il y en a déjà 20 ou 22 qui sont vendus et au moins une quinzaine qui sont construites présentement. Mais nous pouvons accueillir à des prix abordables des familles pour la construction et venir s'installer dans la municipalité de Saint-Urbain, tout dépendant de leur ambition. Est-ce que c'est dans le milieu urbain? Est-ce que c'est au niveau plus naturel dans le Boisé du Séminaire, alors à l'extérieur? Et pour nous, ça, c'était très important de pouvoir le réaliser. On a commencé ça il y a 3 ans. Ça va très bien. On y a travaillé fort aussi. Et il y a, à mon avis, ce qui est très important aussi, c'est pour attirer de jeunes familles, ça leur prend une qualité de service. Et ça, c'est très attractif pour des jeunes familles. Au niveau de l'école, au niveau des services publics, au niveau de loisirs, au niveau de sport. Alors, tout ça fait en sorte qu'on a ce qu'il faut pour répondre aux besoins de nos futures familles. Merci, Mme Simard. Mais parlons-en justement des services avec une deuxième question. Oui. Absolument. Madame Simard, quels sont les services à la population que vous souhaitez améliorer et ou développer? Écoutez, moi, au niveau des services à améliorer, là, pour moi, l'important, c'est les services de proximité que l'on parle. Vous savez, quand une jeune famille veut venir s'installer, ou même les gens qui sont résidents, c'est qu'ils veulent avoir près des services au niveau camp de jour, au niveau école. Vous savez, pour attirer des parents avec des enfants, il faut leur donner un attrait aussi au niveau éducatif. Vous savez, j'en ai déjà parlé. Mais dites-moi, par rapport à ce qui existe déjà comme service dans la municipalité, qu'est-ce qu'on doit améliorer? Qu'est-ce que vous voulez améliorer? Qu'est-ce qu'on veut améliorer? Qu'est-ce que vous voulez améliorer ou ajouter comme service? Parce qu'on sait que cette base de service-là est disponible. Je vais vous parler de ce qui me préoccupe, qui est un défi. C'est la mobilisation communautaire. C'est-à-dire que nous avons besoin de travailler sur une mobilisation des nouveaux arrivants, de notre population pour se former des comités pour améliorer le bien-être de la population. Alors ça, pour moi, ça fait partie des services que je veux offrir davantage. Que ce soit un comité en culture, que ce soit un comité pour les sports, pour les activités. Moi, je pense toujours aux familles. En fait, c'est ce qui fait d'assurer notre pérennité, ça passe par la famille. Pourquoi je peux les attirer? Comment je peux le faire? Et ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai besoin d'être nourrie, et le conseil aussi, d'être nourrie par ce que les gens qui ont choisi ou qui vont choisir de venir s'installer, c'est quoi leurs besoins? Alors, c'est là-dessus qu'on veut continuer à travailler, mais pour ça, il faut les écouter, il faut les rencontrer, il faut les connaître davantage, il faut... je pense qu'on a besoin de se nourrir de leurs compétences et de leurs connaissances à ces gens-là aussi. Donc, on s'attend donc à ce qu'il y ait la création de consultations, en tout cas la mise en place de consultations, de comités. On vous écoute là-dessus? C'est une de mes priorités. Et sinon, ma priorité pour le prochain mandat. Vraiment. Merci à Mme Simard. On y va pour une autre question. Bien sûr. Oui, parlons maintenant des aînés, Mme Simard. Que pouvez-vous dire aux aînés de Saint-Urbain qui souhaiteraient demeurer dans leur village et bénéficier de résidences et de ressources adaptées à leurs besoins? Écoutez, vous savez qu'on a connu une grosse déception en août dernier lorsqu'on a annoncé la fermeture de la résidence au gré du temps. Oui. Ça a été très difficile à prendre, autant au niveau conseil qu'au niveau population. Nous avons une population aussi vieillissante. Nous avons des gens qui s'attendaient à pouvoir y demeurer. Alors nous, on a pris la décision au niveau du conseil de faire l'acquisition du bâtiment de la résidence qui était à vendre. Alors nous,
comme on s'est déjà impliqué très sérieusement au départ pour créer cette résidence-là, la municipalité avait donné les terrains, on avait ramassé beaucoup de sous dans la population. Alors nous, ce que veut la population, les personnes âgées, ils souhaitaient aussi qu'on fasse l'acquisition du bâtiment. Maintenant, nous allons prendre le temps d'analyser qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'elle peut devenir, et aussi probablement une consultation citoyenne, voir c'est quoi que vous souhaitez pour l'avenir de la municipalité en lien avec l'hébergement pour les personnes âgées. L'hébergement aussi pour les travailleurs et autre chose. Alors, mais dites-moi, sur ce thème particulier, est-ce qu'on peut comprendre qu'il serait possible qu'une résidence pour personnes âgées réouvre à nouveau à Saint-Urbain? Est-ce que ça fait partie des projets que vous auriez, malgré la pénurie de main-d'œuvre que l'on connaît dans le secteur? Ce ne serait vraiment pas le même type de résidence que ce que nous avions présentement, parce que c'était un projet de la Société d'habitation du Québec avec la municipalité. C'est une corporation, oui, un OSBL. Alors, ça peut être totalement différent de ce qu'on connaissait, comme on peut avoir, comme un promoteur pourrait désirer acheter ou reprendre le bâtiment pour en faire une résidence pour personnes âgées. Est-ce qu'on peut rajouter un étage supplémentaire? C'est ce qui était prévu dans les plans au départ. D'accord. Alors, il y a des possibilités. Maintenant, c'est évident que ce sera plus des appartements, de petits appartements, pour permettre aux gens d'y vivre s'ils le souhaitent. Mais c'est encore au niveau évaluation des coûts, au niveau évaluation de volonté de la citoyenne, quel sera l'engagement de la municipalité à ce niveau-là? Merci. On y va pour une autre question. Comment concilier le développement de votre parc industriel et le développement durable? Doit-on prioriser certaines catégories d'entreprises selon vous? Okay. Alors, présentement, vous savez, nous en sommes à la 4e phase d'agrandissement du parc industriel présentement. Nous avons donc plusieurs entreprises qui sont installées. En lien avec le développement durable, je vous dirais que nous avons quand même un genre de synergie ou d'économie circulaire dans le sens où nos entreprises en agro qui sont voisins du parc industriel vont approcher les entreprises dans le parc industriel pour de la réparation de machinerie, pour du transport. Alors, il y a quand même cette économie-là qui fait qu'on... il y a des services de proximité pour les entreprises. Il y a des services de proximité pour ces entreprises-là. Oui. On a aussi des entreprises qui font du transport de matières résiduelles ou recyclables qui sont installées dans le parc industriel. Nous avons le plus beau, l'éco-centre à Saint-Urbain. L'éco-centre à Saint-Urbain pour la valorisation, pour le recyclage, c'est, à mon avis, ça fait partie aussi de ce qu'on peut sauver en valorisant, en recyclant, en retournant dans la communauté des objets qui peuvent servir à d'autres personnes. Alors, pour moi, ça fait partie du développement durable aussi. C'est évident, il n'y a rien de parfait. C'est sûr que pour plein de gens autour... Il y a des impacts. Il y a des impacts. Il y a du bruit, il y a des odeurs, il y a différentes choses. Exactement. Mais les odeurs viennent aussi de l'agroalimentaire. C'est un ensemble. Oui. Il ne faut pas se le cacher, là. Mais le développement, le parc industriel, ça a été majeur pour la municipalité. Nous sommes une municipalité agro-forestière au départ. Oui. Et le transport du bois, ça fait partie de ce qu'on a toujours connu dans notre municipalité. Les entreprises qui sont installées chez nous, c'est parce qu'on avait un besoin. Et le parc industriel est un équipement régional. Ça a été choisi à travers les municipalités de le faire. C'est une décision de la MRC. C'est une décision qu'a prise la MRC après une étude qui a été faite en 2005. Alors, comme c'est autorisé, comme on a pu avoir toutes les autorisations et que c'était recevable, et que c'est comme ça que ça s'est fait. Et on ne peut pas reculer en arrière, mais on se préoccupe du développement durable. Vous avez des entreprises voisines aussi qui chauffent, à la biomasse, et il y en a d'autres probablement qui le feront aussi. Et vous avez un réseautage entre les entreprises qui s'entraident. Alors moi, je trouve ça quand même intéressant. Et on est toujours sensible à l'environnement. Merci, Mme Simard. On y va pour une autre question. Oui, pour vous, qu'est-ce qui est prioritaire? Le développement de la culture, le développement des loisirs ou le développement du tourisme? Bien, j'ai aimé ça, entendre ces trois mots-là, parce que, à mon avis, ils sont tous reliés. Que ce soit la culture, que ce soit les loisirs, que ce soit... L'autre, le dernier, c'est... On avait culture, loisirs et tourisme. Et tourisme. Alors, pour nous, la culture, ça aussi, ça fait partie de nos défis en lien avec les comités qui seraient formés là, pour la culture.
Bien, vous savez, nous avons au niveau de la MRC des agents, nous avons une agente culturelle qui travaille avec l'ensemble des municipalités, avec qui nous allons travailler prochainement aussi, pour relancer ça aussi, parce que je ne peux pas dire qu'on est une municipalité très culturelle. Ça, c'est très évident. L'impression générale, c'est que vous êtes dans un endroit stratégique, à proximité du Parc des Grands Jardins. Vous avez des entreprises agroalimentaires qui sont attirantes. Mais est-ce que Saint-Urbain est un village touristique? Est-ce que Saint-Urbain est une ville de la culture? Présentement, on est plus un village où le touriste passe, mais ne s'arrête pas beaucoup. Alors, c'est là-dessus qu'on va travailler. Il s'arrête maintenant parce que nous avons de belles entreprises en agroalimentaire. Parce que maintenant, nous avons des sentiers de vélo de montagne qui sont installés. Nous avons le sentier de la Haute du Gouffre aussi à Saint-Urbain. Alors, c'est un plus qu'on se donne justement pour faire arrêter nos touristes et aussi pour leur faire connaître ce que nous avons dans la municipalité à offrir 4 saisons. Vous avez la motoneige aussi. Nous avons la piste de motoneige qui passe tout près de chez nous, ici à Saint-Jérôme. Nous avons la passerelle aussi des sentiers pédestres. Alors, à mon avis, c'est un atout. Et je pense qu'on peut dire qu'on a du travail encore à faire, mais qu'on y travaille depuis longtemps. Qu'aimeriez-vous ajouter en termes de culture pour promouvoir la culture à Saint-Urbain? Que voyez-vous comme projet qui pourrait être réalisé pour vos citoyens dans le domaine de la culture? J'aimerais qu'on connaisse davantage tout ce qui est relié à la culture, que ce soit les arts visuels, que ce soit bien sûr le côté naturel, que ce soit les livres. On a une bibliothèque, mais on peut faire des comptes, il faut aller chercher même dans nos nouveaux arrivants, des gens qui travaillent, qui sont des artistes et artisans et qu'on connaît très peu. C'est beaucoup des gens de l'extérieur qui viennent la rencontrer, alors que nous, les gens du village, on ne les connaît pas. Mais ça doit changer. Merci, Mme Simard. On y va pour une autre question. Oui. Quel rôle doit jouer la MRC selon vous et quel rôle voulez-vous jouer à la MRC? Vous savez, la MRC, d'abord, nous, on est considérés comme un gouvernement de proximité. Oui. C'est les citoyens, c'est la municipalité, c'est la MRC et le gouvernement. Donc, c'est comme ça que c'est l'organisation municipale. La hiérarchie des décideurs. C'est ça, exactement. Oui. Alors, le rôle de la MRC, c'est particulièrement l'aménagement du territoire. Alors, ce qui est important, on a quand même un grand territoire. Alors, ça prend une harmonisation du territoire de par les orientations qui nous sont données par le gouvernement. Alors, c'est là-dessus que travaille tout le personnel au niveau de la MRC. Vous savez que la MRC, c'est quand même 33 ou 34 employés. Alors, on parle du développement économique, on parle de l'aménagement du territoire, on parle du schéma de couverture de risque incendie. Il y a énormément je dirais que ce soit aussi pour les matières résiduelles. Alors, ces services-là sont donnés par la MRC. Alors, le rôle de la MRC est très important et notre rôle au sein de la MRC, comme municipalité, c'est donc, quand on est assis à la table des maires, c'est que notre vision ne peut pas demeurer uniquement municipale. Notre vision doit servir l'ensemble de la MRC, l'ensemble des municipalités. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et là-dessus, on ne peut pas éviter la fameuse question. Quel est votre rôle? Comment voyez-vous votre rôle futur au sein de la MRC, vous qui avez siégé comme préfet ces dernières années? On voudrait vous entendre là-dessus. Alors, moi, je n'ai pas l'intention de renouveler mon poste de préfet à la MRC. D'abord, j'y suis depuis 8 ans. Normalement, là, quand ça fait 4 à 6 ans, c'est suffisant. Je pense qu'il est temps que d'autres prennent le poste. Il faut dire aussi que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la MRC, de plus en plus d'ailleurs, de responsabilités. Alors, nous avons quand même une équipe extraordinaire à la MRC qui nous accompagne, mais c'est beaucoup de travail. Alors moi, j'ai l'intention de collaborer, de travailler, de partager, d'écouter. Mais vous nous confirmez que le poste de préfète sera vacant et qu'il devrait être comblé après le 7 novembre prochain. Je vous confirme. Est-ce que vous allez changer d'idée cette fois? D'aucune façon. Merci d'avoir répondu à nos questions et on vous donne encore 1 minute pour une conclusion. Merci. Alors, je m'adresse encore à vous pour terminer, citoyens et citoyennes de Saint-Urbain.
Pour vous exprimer encore toute ma reconnaissance, d'abord d'être encore avec vous, je l'ai choisi, j'en suis très heureuse. Et je partage avec le conseil municipal l'engagement de continuer à mieux vous servir et d'être à votre écoute et de partager ensemble ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire les services qu'on vous offre et ce qu'on peut vous offrir à Saint-Urbain. Et n'hésitez pas à venir nous rencontrer, ça nous fera toujours plaisir. Merci. Madame Simard, merci beaucoup. Merci. Dans le cadre de nos émissions spéciales sur les élections municipales, on accueille maintenant le maire élu par acclamation de Saint-Hilarion, M. Patrick Lavoie. M. Lavoie, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent et de venir répondre à la fois à nos questions, de présenter votre programme et vos engagements. Et pour débuter, on vous propose 1 minute pour vous présenter vos électeurs. Oui. Alors, tout d'abord, je vous souhaite bonjour à tout le monde. Je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui et d'avoir la chance, l'opportunité de m'adresser à vous par la télévision. Donc, c'est vraiment une chance pour moi d'avoir été élu encore une fois cette année pour un nouveau mandat, la confiance de la population de Saint-Hilarion. Je suis vraiment reconnaissant. Je pense que le dernier mandat, le premier mandat qu'on a effectué avec le conseil a été super dynamique. On a des belles choses qui ont été réalisées. Et pour le deuxième mandat, je suis certain qu'avec les nouveaux conseillers, en plus, on a plusieurs nouvelles conseillères à Saint-Hilarion. On a comme on pourrait dire, on a un conseil paritaire. Alors, on a 4 conseillères et 2 conseillers au sein du conseil. Donc, ça va être une belle aventure pour le prochain 4 ans. Monsieur Lavoie, merci. On va maintenant procéder à la période des questions. On a 5 ou 6 questions pour vous, 2 minutes de réponse à chaque fois. Et c'est notre journaliste, Elisabeth Pailleur, qui va vous poser cette question. Oui, tout à fait. Merci, Martin. La première question, Monsieur Lavoie, comment envisagez-vous le développement de votre municipalité? Pour Saint-Hilarion, ça va être un peu la poursuite. Dans une première phase, il y aura la poursuite de ce qu'on a commencé les dernières années. Dans le fond, là, on a un développement résidentiel qui est en cours, qui est en cheminement toujours, qui va être dont la mise en vente sera faite, les terrains seront mis en vente en 2022. Donc, ce terrain-là, ce développement résidentiel-là est en lien avec la Maison des aînés qui s'en vient. Donc, c'est un des facteurs là, qui sera, vers lesquels on va axé là, pour le développement de la municipalité. Il y a combien de lots qui vont être offerts? Donc, combien de nouvelles résidences dans le secteur que vous voulez développer? Oui, notre secteur résidentiel comptera 21 terrains. Est-ce que ce sont des terrains qui sont desservis, comme on dit, avec électricité, égout et aqueduc? Effectivement, ce sera tous des terrains desservis en aqueduc avec tous les services, là, oui, exactement. La question qui est sous-jacente à ça, c'est on comprend que les gens vont pouvoir venir se construire à Saint-Hilarion, les familles s'installer à Saint-Hilarion, mais on vit une crise majeure en termes de logement abordable. Est-ce que vous avez des propositions de ce côté-là pour le logement abordable? Bien, pour le logement abordable, nous, à Saint-Hilarion, on n'a pas accès là-dessus. Sauf que dans notre développement résidentiel, on a une réflexion là, afin de pouvoir permettre la construction de nouveaux logements pour Saint-Hilarion. Donc, c'est vers ça, c'est ce qu'on pourra offrir là, à des promoteurs, de pouvoir acquérir des terrains et faire des multilogements, là, pouvoir construire des multilogements pour permettre là, justement aux gens de pouvoir occuper des logements dans un sens. Et on avait déjà des mesures qui étaient là présentement là, au niveau, un allègement au niveau des taxes, les nouvelles maisons de construction qui étaient On a construites. congé de taxes à Saint-Hilarion quand on construit? Oui, la première année, là, les résidents, quand Un nouvel arrivant. Un nouvel arrivant qui arrive et qui construit sa maison. Donc, pour la première année, là, dès que sa maison est construite, donc il peut avoir un remboursement au niveau des taxes foncières de la municipalité. Merci pour cette question, Mme Pailleur. Prochaine question, M. Lavoie. Quels sont les services à la population que vous souhaitez améliorer et ou développer? Bien, en lien toujours avec justement l'attractivité de notre municipalité et tout ça, il y a les loisirs à Saint-Hilarion. OK. Tout ce qui concerne un peu les loisirs. Dans le fond, présentement, on a notre parc, l'Amicale, qui est quand même un beau parc, là, puis sur lequel le conseil
le dernier conseil, on a réfléchi, comment on pouvait améliorer ce parc-là, comment on pouvait intégrer justement toute la population, parce que justement en lien avec la Maison des aînés, comment ce parc-là pouvait devenir intergénérationnel, des plus petits jusqu'aux plus grands, pour rentabiliser l'espace, parce qu'on a un grand parc avec plein d'espace, mais là, il y a besoin d'être réorganisé. Donc ça, c'est un aspect des loisirs là, qu'on espère, qu'on veut développer à Saint-Hilarion dans un premier temps. Oui. Dans un second temps, c'est sûr qu'il y a tout l'accès aux loisirs, là, si on veut, un peu plus culturel. Là. Comme par exemple? Comme à Baie-Saint-Paul. Dans le fond, là, si on prend parce qu'à Saint-Hilarion, on n'a pas le bassin pour pouvoir offrir des cours de dessin, des cours de théâtre, des cours de tout ce qui se donne avec les loisirs de Baie-Saint-Paul. Oui, ça prend un volume de population pour balancer les choses. Exactement. Alors, vous faites quoi Donc là, présentement, ce qu'on avait au niveau de notre aide financière qu'on avait pour les résidents de Saint-Hilarion, c'était de subventionner les inscriptions à la natation et à la natation et certaines activités. Mais ça se limitait pas mal à la natation à Baie-Saint-Paul. Exactement, parce qu'il y avait une surprime qui était demandée aux résidents de Saint-Hilarion par Baie-Saint-Paul. Oui. Donc, la municipalité de Saint-Hilarion payait cette différence-là. Moi, mon intention, c'est qu'on élargisse cette offre-là au niveau des loisirs, là, que ça s'étende à plusieurs activités autres que la natation. Merci. Madame Paillard? Oui, je poursuis avec la prochaine question. Monsieur Lavoie, qu'allez-vous faire pour assurer le développement durable de votre municipalité? Oui. Bien, écoutez, pour assurer le développement durable, dans un premier temps, je pense qu'il faut que ça prenne une conscientisation au niveau du conseil municipal. Il faut déjà orienter nos décisions un peu là, en lien avec l'économie, les facteurs sociaux, les facteurs environnementaux aussi. C'est sûr que pour une petite municipalité, déjà d'avoir cette conscience-là, je pense que c'est déjà un bon premier pas. Ensuite, est-ce que ça s'inscrira dans une démarche intégrée de développement durable? Ça, c'est un autre volet que j'aurai à étudier avec le conseil parce que c'est quand même des démarches qui sont plus exhaustives, plus longues aussi, puis qui nous mènent... Mais je pense que dans un premier temps, là, ça sera un premier volet intéressant là, pour se conscientiser. Dans le cadre d'un futur développement industriel ou en tout cas un développement commercial, quel genre de commerce ou quel genre d'entreprise pensez-vous que la Ville devrait prioriser? Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers où vous êtes déjà présent et vous pensez qu'on devrait prioriser? Bien, c'est sûr qu'au niveau industriel, présentement, à Saint-Hilarion, il y a un secteur qui est dédié, si on veut, là, la route de contournement, le chemin de contournement, qui est la rue de la Syrie, plutôt, excusez. Oui, c'est ça. La rue de la Syrie. Oui. Donc, ce secteur-là qui est dédié à l'industriel. Mais présentement, la municipalité ne possède pas les terrains de ces endroits-là. Okay. Donc là, mais pour revenir à votre question, des secteurs à privilégier, c'est sûr qu'on a déjà des entreprises, des PME qui sont là. On a présentement un secteur de l'ébénisterie. Donc, on a une autre industrie aussi qui est là pour la production d'affiches dans l'affichage. Donc, ce serait continuité dans ce domaine-là, mais c'est vraiment, écoute, je pense qu'à Saint-Hilarion, les portes peuvent s'ouvrir là, sur différentes entreprises. Merci. Élisabeth Paillard? Oui, la dernière question pour vous, M. Lavoie. Qu'est-ce qui est prioritaire? Le développement de la culture, le développement des loisirs ou le développement du tourisme, selon vous? Pour avoir fait le tour de la roue une première fois, puis moi, c'est ce que justement, je m'étais posé la question à ce niveau-là, vers quoi je pense que Saint-Hilarion devrait peut-être axer davantage, parce qu'on en a parlé justement des loisirs. Je pense qu'il y a un bout de chemin qui est déjà fait là-dedans. Ensuite, puis c'est une continuité. Là. Ça va, dans le fond, on s'en va dans la continuité dans ce sens-là. Si j'avais une nouvelle carte à amener pour Saint-Hilarion, ce serait au niveau du tourisme. Je pense qu'on a des entreprises qui font des beaux efforts là, pour attirer des gens à Saint-Hilarion. On a, si on parle juste en agro-tourisme aussi, en agroalimentaire, on a plusieurs producteurs qui ont chez eux des stations,
des points de vente où les touristes peuvent se rendre. Donc, je pense qu'il faut aller vers ça aussi. Puis, même dans le secteur villageois, dans le cœur du village, on a aussi des entreprises là, qui fonctionnent bien, puis au niveau du tourisme. Donc, je pense qu'au niveau touristique, Saint-Hilarion, sans devenir la capitale du tourisme, on peut quand même aller chercher un peu plus, puis tirer notre épingle du jeu. Comment retenir les touristes qui arrivent à Saint-Hilarion, comment amener une rétention, justement, puis que ça consomme à d'autres endroits, puis que le village soit plus vivant. Outre le parc dont vous nous avez parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres infrastructures de loisirs que vous pensez que vous pourriez ajouter dans la municipalité? Est-ce qu'il y a d'autres plans là-dessus pour offrir plus de services en matière de loisirs ou encore en matière de culture? Est-ce qu'il y a des choses à laquelle vous réfléchissez en ce moment? Bien oui, la réflexion est amorcée au niveau de la municipalité. C'est sûr que si on pense au secteur des loisirs en tant que tel, tout à l'heure, on parlait des jeunes. Présentement, on a des besoins là, au niveau espace. On parle de la Maison des jeunes. Donc, il y a des pourparlers qui sont avec la Maison des jeunes là, pour offrir plus d'espace physiquement. Oui. Parce que les besoins ont grandi au cours des dernières années. Donc, les jeunes ont besoin de place. Donc, ça, c'est un aspect au niveau de ces loisirs-là. Ensuite, au niveau, ça serait peut-être intéressant de partager des locaux avec d'autres organismes là, pour pouvoir justement offrir des activités de loisirs qui ne sont pas disponibles présentement à Saint-Hilarion, mais qui pourraient être éventuellement offertes. Monsieur Lavoie, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous invite maintenant à nous donner votre conclusion. Vous avez 1 minute. Alors, je vous remercie pour votre écoute. Alors, je suis, comme je le disais en entrée de jeu, je suis vraiment content d'être ici encore aujourd'hui pour ce second mandat à Saint-Hilarion. Le conseil, nous allons travailler à faire que Saint-Hilarion se développe, continue de se développer dans les différents secteurs. Saint-Hilarion, c'est une belle municipalité. On a plein de beaux avantages. C'est une municipalité qui est située au centre, au cœur de Saint-Hilarion, avec plein de belles opportunités. Comme je le disais tout à l'heure, on a la Maison des aînés qui s'en vient. Il faut être capable de recevoir les futurs travailleurs qui vont arriver dans Charlevoix, parce que ces travailleurs-là, puis même qui se travaillent à la Maison des aînés ou ailleurs, ça va être des travailleurs qui vont être appelés peut-être à travailler dans différents pôles dans Charlevoix. Donc, Saint-Hilarion, c'est une municipalité qui a tout à gagner. Qui a tout à gagner, merci. Bien, Monsieur Lavoie, merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice, qui n'est pas toujours évident non plus. Merci beaucoup. Alors, merci. On vous souhaite un bon mandat. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous et bienvenue à cette première soirée électorale qui vous parvient en direct de nos studios de TVCO à Maisons-Mères Baie-Saint-Paul. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir les 2 candidats à la mairie de l'Île aux Coudes. Alors, j'ai nommé M. Patrice Desgagnés ainsi que M. Christian Dufour. Messieurs, soyez les bienvenus. Merci d'avoir accepté de participer à cet exercice, qui n'est pas un exercice facile. Et là, je vais parler aux gens qui sont à la maison. On invite des candidats à se présenter ici, on les met sous les projecteurs, on leur fait faire de la télévision en direct. Donc, je vous prierai tout de suite là, de faire preuve de bienveillance à leur égard. C'est un exercice qui n'est pas facile, mais auquel ils se sont prêtés sans aucune hésitation, et je tiens à le mentionner. Alors, comment ça va se dérouler ce soir? Eh bien, chaque candidat aura, en alternance, 1 minute pour faire une présentation. Vous voyez ici à l'écran, donc une présentation d'1 minute en alternance. Ensuite, notre journaliste Elisabeth Paillard va poser 3 questions pour lesquelles chacun des candidats aura 2 minutes pour répondre. Une discussion libre s'ensuivra de 5 minutes entre les 2 candidats, à la fin de quoi chacun des candidats aura 1 minute pour une conclusion au niveau du débat. C'est donc notre journaliste Elisabeth Paillard qui va poser les questions. Elisabeth, bonsoir. 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 Elisabeth, quels sont les grands thèmes que l'on va aborder? Oui, alors il y en aura 3. Je vous les nomme tout de suite. Le premier qui est la vie municipale, ensuite le développement économique et environnement, et pour terminer, culture, loisirs et tourisme. Donc, avant d'aller poser nos questions,
On va tout de suite y aller avec les déclarations d'ouverture. Le tirage au sort a fait en sorte que ce soit M. Patrice Desgagnés qui soit le premier à s'exprimer ce soir. Alors, pour votre déclaration d'ouverture, M. Desgagnés, on vous écoute. Vous avez 1 minute. Alors, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Patrice Desgagnés, comme M. Ouellet vient de le dire. Je suis maire sortant de la municipalité. J'ai 30 ans passé de politique municipale. Alors, depuis 1991 que je sers mes insulaires, puis je suis encore passionné de cette magnifique chance que j'ai de vous représenter. Alors, je pense que la continuité, on a des beaux projets, on a fait des beaux projets, on en a encore sur la table qui s'amènent. Alors, j'aimerais ça avoir la chance de continuer à vous servir encore pendant les 4 prochaines années. Monsieur Desgagnés, merci beaucoup. On va maintenant donner la parole à M. Christian Dufour, qui lui aussi dispose d'1 minute pour sa déclaration d'ouverture. Monsieur Dufour. Alors, bonsoir à tout le monde. Mon nom est Christian Dufour, j'ai 69 ans, natif de l'île aux Coudes et résident depuis toujours. Mes fonctions professionnelles, depuis mon plus jeune âge, ont tout le temps été du côté maritime. Et c'est relié au réseau maritime, je dis. Maintenant, au public, j'ai desservi l'île aux Coudres avec la compagnie Irving et j'ai été directeur à l'île aux Coudres pour la Société des traversiers du Québec pendant 23 ans. J'ai administré aussi Tadoussac et Québec-Lévis par intérim. Le domaine municipal m'a toujours intéressé. Et c'est maintenant que je suis retraité que j'estime être capable de donner beaucoup de temps à mes insulaires. Ceci dit, je suis proactif, intéressé par tous les dossiers présentement en cours, désireux de travailler avec d'autres équipes en place. Merci, M. Dufour. Votre minute est maintenant écoulée. Merci à vous. On s'excuse de vous couper ainsi, mais c'est important pour nous de respecter les temps de parole de chacun. On va tout de suite enchaîner, si vous voulez bien, avec une période de questions qui va être animée par Elisabeth Paillard. Elisabeth Paillard, à vous pour la première question. Question qui s'adresse... À M. Dufour. Oui, on vous Alors, écoute. M. Dufour, quels sont les services à la population que vous souhaitez améliorer, entre autres sur la question de l'aqueduc municipal? Notre réseau d'aqueduc municipal est un réseau où nous avons le bénéfice d'être le 3e meilleur réseau d'aqueduc au Québec. C'est pas rien. Maintenant, c'est un réseau très, très perfectionné et qui demande de l'entretien. Ce système est capable de fournir tout le potentiel d'eau potable que nous avons présentement sur le nouveau réseau d'aqueduc. Et pour la phase 2, je pense que notre réseau est rendu à une vie là, où il doit être amélioré pour l'upgrader, parce que ça fait déjà une quinzaine d'années qu'il est là. Il doit être amélioré. Parce que si on veut continuer pour desservir le reste de la population... On parle de la baleine, entre autres? On parle de la baleine, puis une partie de Saint-Louis qui est non desservie là, du côté est de Saint-Louis. Du côté de la baleine, c'est problématique. C'est attendu que ça ne sera pas simple. Maintenant, cet été, avec le changement climatique et la grosse sécheresse que nous avons eue, on a eu des parades de tracteurs avec des réservoirs d'eau qui allaient chercher de l'eau à l'usine municipale pour s'alimenter. Donc, c'est un projet qu'on doit réellement, à court terme, là, pousser pour, du côté Saint-Bernard, pour continuer de la côte à chez Paul à la côte à Mailloux, pour aller rejoindre ça, parce que cette partie-là, ont de la misère avec le réseau d'aqueduc surtout. Et maintenant, c'est rendu avec l'eau potable. Merci beaucoup, M. Dufour. C'est maintenant au tour de M. Desgagnés. Madame Paillard, s'il vous plaît, on répète la question. Exactement. Oui? Alors, M. Desgagnés, quels sont les services à la population que vous souhaitez améliorer, entre autres sur la question de l'aqueduc municipal?
Alors, pour ce qui est de l'aqueduc municipal, je pense que M. Dufour a déjà vu passer, on a fait, après la phase 1, on a fait une étude pour la phase 2. C'était 11 km de réseau d'aqueduc et pas tout à fait 7-8. Là, on arrêtait au pied de l'hôtel du Cap-aux-Pierres là, pour ce qui était de l'égout. Et on avait un bassin supplémentaire qui était ajouté à tout ça. C'est un projet de 22 millions. Après étude, comme on était hors périmètre urbain, alors on n'a pas de subvention, très peu de subventions, inférieures à 5 pour ce type d'équipement-là. Puis c'est encore le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de programme pour ce type d'équipement-là. Ça veut dire qu'on se doit de calculer. Puis quand on parle de réseau municipal, oui, mais quand on a une facture, il faut la municipalité, l'ensemble de l'île, tous les contribuables, peuvent prendre 25 mais pas plus. Ça fait qu'il reste 75 à faire payer par les utilisateurs payeurs, parce qu'on n'a pas de programme de subvention. Fait que ça avait été calculé, le travail a été fait, mais compte tenu du coût que ce serait revenu à tous les contribuables, puis les commerces également, on attend. Le projet est en attente là, d'avoir des subventions. Puis c'est pareil aussi dans d'autres secteurs. C'est hors périmètre urbain. Il y a les secteurs que M. Dufour a mentionné, le secteur Saint-Louis, là, qu'on appelle communément la passe. C'est problématique aussi. Puis il y en a d'autres secteurs dans le coin de la Baleine aussi. Mais c'est le coût. C'est le coût qui se rattache à tout ça. D'autres services à améliorer, je pense qu'il faut faire attention à notre CLSC. C'est la santé qui passe par là. On a un bon service d'ambulancier, mais je pense qu'il faut s'assurer des services au CLSC et des médecins. M. Dufour, M. Desgagnés, pardon, merci beaucoup. On y va tout de suite pour la deuxième question. Question qui est encore adressée à M. Desgagnés. Absolument. M. Desgagnés, quelles orientations souhaitez-vous donner au développement de votre municipalité, notamment pour attirer de nouvelles familles? Bien, justement, on travaille là-dessus. Il y a un projet là, pour attirer des nouvelles familles là, en marche là, qui devrait se développer avec l'aide du Grand Fonds des Jardins. Tourisme et Locaux travaille là-dessus, la municipalité, et également SANA. Ça veut dire qu'on parle de nouveaux arrivants. Et puis, il faut être conscient aussi que d'aller chercher des gens, c'est bon, mais on a un problème de logement qui est flagrant à l'île présentement, pour les travailleurs surtout. Alors, il faut voir comment est-ce qu'on drive ça, là, comment est-ce qu'on fait pour avoir du logement à prix abordable. Est-ce que c'est la municipalité? Il faut développer nos périmètres urbains. Alors, les périmètres urbains, il y a encore quelques places à Saint-Louis. Il y a encore un bon morceau dans le centre de Saint-Bernard. Fait que je pense qu'il faut s'assurer pour développer les périmètres urbains, puis d'avoir des disponibilités de terrain pour les nouveaux arrivants. C'est quoi le pouvoir d'une municipalité pour essayer de solutionner un problème comme celui-là? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qui est difficile pour une municipalité quand on parle de créer des logements puis de rendre du logement abordable? Bien, ce qui est difficile, c'est de voir comment on le fait. On peut pas donner, on peut pas faire des crédits de taxes. On est très, très limité au niveau de ce qu'on peut faire là, pour attirer, là, au niveau cadeau, si on peut appeler ça ainsi, là, soit des crédits de taxes ou encore des améliorations, tout ça, on est limité. Fait que je pense qu'il faut voir avec comment est-ce qu'on peut développer avec des promoteurs ou encore est-ce que la municipalité peut aller voir pour des programmes pour avoir des HLM, alors qu'il pourrait être une possibilité. Mais toujours, là, c'est une question de coût et d'argent, puis il faut respecter la capacité de payer de nos citoyens. M. Desgagnés, merci beaucoup. La question pour M. Dufour, Mme Paillard? Je vous répète ça, M. Dufour. Quelles orientations souhaitez-vous donner au développement de votre municipalité, notamment pour attirer de nouvelles familles? Oui, on s'excuse. On va répéter la question, s'il vous plaît. Alors, je vous répète la question. Là. On me dit qu'il y a un problème de micro, peut-être? C'est ça qui nous arrive. Alors, la deuxième question, donc, je vous la pose à l'instant. Monsieur Dufour, quelles orientations souhaitez-vous donner au développement de votre municipalité, notamment pour attirer de nouvelles familles? La parole est à vous pour 2 minutes, Monsieur Dufour. Pour attirer des nouvelles familles, surtout, il faut essayer de vendre notre île pour leur démontrer que nous sommes vraiment dans un beau milieu de travail
où on peut résider facilement, où on a beaucoup de services. On a l'école primaire et secondaire avec nous. On a des services de garderie pour nos enfants et pour leurs enfants. Et aussi, il faut faciliter il faut trouver un moyen de faciliter l'intégration de nos nouvelles familles, soit en facilitant, je pense que la municipalité se doit de faciliter l'achat des terrains, les renseigner sur toutes les façons qui peuvent s'intégrer puis s'installer à l'île aux Coudres. Et aussi, c'est leur faire comprendre, parce qu'on est insulaire et la vie d'insulaire, c'est pas drôle. Là. C'est pas drôle. On est très bien, mais il faut être conscient qu'on a un traversier, qu'on a quand même un bon service et on peut se voyager sur le continent, qu'on peut dire facilement, qu'on peut aller faire des activités à l'extérieur et que ça ne nous apporte aucun problème pour venir résider à l'île aux Coudres. Monsieur Dufour, quelle est selon vous la capacité de payer de la Ville dans l'investissement pour des nouveaux projets? C'est comme M. Desgagnés disait, la capacité de nos insulaires de payer les taxes, on est limité. On peut pas... il faut vraiment voir le budget là, sérieusement pour ne pas amputer nos insulaires à payer trop cher là, pour les taxes. M. Dufour, merci. On va tout de suite enchaîner pour une troisième question. Élisabeth Paillard. Oui, donc la troisième question est à M. Dufour encore. Quel pouvoir avez-vous pour intervenir efficacement sur la question des traversiers? Oui. La question des traversiers. Je peux vous en parler de long à large parce que ça a été ma vie Votre vie active. Ma vie active, comme vous dites. Et on peut dire qu'il y a trois éléments là-dedans. Il y a court terme, moyen terme, puis long terme. Comment qu'on peut faire pour régler ce problème-là? Bien, c'est un problème, mais c'est accélérer le désenclavement de nos insulaires et la rentrée de nos touristes. Il va falloir s'asseoir là, avec un comité citoyen pour nous aider à trouver des pistes. Un comité citoyen qui va inclure tous les accabites de l'île aux Coudres, là, les promoteurs, etc. Et maintenant, monsieur, vous avez travaillé là, pour la Société des traversiers du Québec. Avez-vous l'impression vraiment qu'on écoute le maire de l'île aux Coudres puis la population de l'île aux Coudres quand il y a des revendications? Oui. Je pense que la Société des traversiers a une bonne ouverture sur la municipalité puis le désenclavement de l'île aux Coudres. Est-ce que la municipalité, on est rendu à faire... il faut vraiment se poser des questions. Comment doit-on faire pour améliorer le service? Et je fais juste vous parler de nos travailleurs. Est-ce qu'on est rendu, la municipalité, à demander à la société, ils vont vouloir, pour que nos travailleurs, quand ils partent le matin, à 6 heures le matin, puis ils reviennent le soir en pleine action, est-ce que c'est normal que nos travailleurs attendent sur le quai 2 heures? Est-ce qu'on est prêt à leur donner la priorité pour les insulaires, les travailleurs et l'île aux Coudres? On vous remercie, M. Dufour. C'est maintenant au tour de M. Desgagnés de recevoir cette fameuse question qui se répète d'année après année. Élisabeth, là-dessus? Absolument. M. Desgagnés, quel pouvoir avez-vous pour intervenir efficacement sur la question des traversiers? C'est une question qui est très pertinente. On a vécu encore cet été des bris mécaniques, en plus d'avoir un bout là, de manque de service. Alors, ça déborde, comme M. Dufour le dit bien. On travaille là-dessus. Pour ce qui est de prioriser pour les travailleurs, je pense que la demande est faite pratiquement à tous les ans et on a un constat que la Société des traversiers ne veut pas appliquer de priorité présentement. Il n'y a pas de projet là-dessus. Je l'ai vérifié encore avec le local
au début de l'année, là, quand il y a eu des pressions des gens. Alors, on suit ça de près. La meilleure façon, c'est toujours au niveau politique. Il faut que tu ailles chercher les politiciens pour dire que, alors là, nous, on a des besoins, on a des lacunes, puis c'est quoi qu'on peut faire, là, puis c'est quoi que vous voulez faire. Que ce soit au niveau du ministère des Transports. Oui, la STQ est en bas, elle s'occupe des quais, mais plus loin, on tombe sur le MTQ. Quand on parle à la STQ, on dit c'est pas chez nous. Quand on parle au MTQ, ben c'est encore plus lourd que la Mais croyez-vous que la c'est STQ. possible de changer cette espèce de cercle vicieux-là? C'est souhaitable. C'est souhaitable. Puis j'espère qu'avec la construction des 2 nouveaux quais, ça va améliorer la situation, puis qu'on va être capable d'éviter ces débordements, puis ces files d'attente. C'est sûr que quand il y a un voyage d'ambulance, ben là, ça desserte le système pas mal, puis on se ramasse avec des files d'attente des 2 côtés. Fait que là, il faut continuer à mettre de la pression. Je pense que il faut mettre de la pression toujours sur le monde politique puis sur la STQ. Là. Il y a des CCR pour ça. Fait qu'il faut continuer à mettre de la pression. Puis je pense que, oui, M. Dufour dit, ils sont à l'écoute, mais on dirait qu'ils sont pris dans un carcan, là, que c'est bien dur à faire grouiller. Merci, M. Desgagnés. Alors, c'est ce qui conclut notre période de questions. 3 questions aux 2 candidats. Maintenant, parce qu'ils ont accepté d'en débattre un peu, on fait 5 minutes d'échange libre entre les 2 candidats. Nous avons invité chacun d'eux à préparer une question pour son opposant. Alors, je lance le débat. Peut-être le premier des 2 qui voudrait intervenir là-dessus. M. Dufour, la parole est à vous. Puis je vous laisse aller pour 5 minutes de débat libre. Parlez-nous un peu de ce qui vous préoccupe sur l'île. Quand vous dites, M. Desgagnés, la société est contre la priorité pour les travailleurs, moi, je pense pas que non, parce que la société, quel avantage la société à être contre pour la priorité pour les travailleurs et transporter des travailleurs ou transporter des touristes, c'est pour le bien de notre municipalité, c'est pour le bien du développement économique, c'est pour le bien d'attirer des gens, là, c'est d'attirer des travailleurs puis des familles qui... Si tu arrives puis tu attires des familles, tu dis, bon, ben OK, vous voulez aller à l'extérieur ou ben non, vous travaillez à l'extérieur, puis vous allez attendre 2 heures là, avant de traverser. On est rendu à un point là, où est-ce que ça a plus d'allure. Là. Votre question, M. Dufour? Avez-vous une question pour M. Desgagnés? Oui, j'aimerais que M. Desgagnés me réponde à ça. Là. Je viens de vous le dire tantôt. Là. À tous les ans, on revient à la charge. Tous les ans, avec que ce soit une résolution des pressions au niveau de la STQ. Puis j'ai encore eu une réponse négative au printemps, comme quoi qu'il n'y avait pas de projet dans ce sens-là, parce que moi, j'avais fait des demandes pour les infirmières. Nos infirmières viennent aussi de l'extérieur. Puis il n'y a pas d'ouverture. Là. Pour le moment, il n'y a pas de projet comme ça sur la table à la STQ. Bien, c'est pas un projet STQ, ça, là. C'est un projet municipal. On fait la demande à la STQ. Oui. Bien, la STQ, là, ils n'ont aucun avantage à dire. Mais ça va les déranger en quoi, la STQ? Bien, je ne sais pas. Mais moi, là, je la fais, la demande. Vous me dites qu'il faut faire la demande à la STQ. On la fait régulièrement, la demande à la STQ, pour avoir des priorités pour les travailleurs, pour avoir des priorités pour nos services médicaux. On a l'ambulance, ça, c'est correct. Mais quand les infirmières ou les médecins rentrent, ils ne veulent pas donner de laisser-passer, ils ne veulent pas donner de lettres, ils veulent... C'est pas une affaire STQ. Moi, j'ai pas le même son de cloche que vous, là. J'ai été 23 ans là, puis pendant les 23 ans que j'ai été là, dans le temps, il n'y avait pas de demande qui était faite pour de la municipalité STQ pour donner priorité. C'est que la municipalité disait on ne peut pas donner de priorité à tout le monde, aux insulaires. Mais maintenant, c'est changé, là. ça ne va pas longtemps. Bien, veut dire, la demande est changée parce que moi, là, j'ai des informations que ça dérange absolument rien, la STQ, de donner une priorité à nos travailleurs pour commencer. À nos travailleurs pour aider aux... Je vous le souhaite, là. Parce que ça va marcher de même. Ça va marcher de même. Moi, parce que je ne vois aucun inconvénient pour la STQ de donner de la priorité à nos travailleurs. Monsieur Dufour, on va écouter la réponse de M. Desgagnés là-dessus. Bien, je vous dis qu'on en fait la demande, puis on a tout le temps le même son de cloche. C'est tout le temps la même réponse, qu'il n'y a pas de priorité à donner à personne. Personne, même pas les infirmières qui veulent venir travailler chez nous. On le sait qu'on a un problème d'infirmières au CLSC.
bien, infirmiers et infirmières, là, je suis pas sexiste, mais ils ont levé, je peux vous montrer la lettre, on l'a à la municipalité, là. Puis ils ont répondu négativement encore. Il y a eu une demande faite par les infirmières directement. Ça a été non. Nous, on a relancé. Ça a été encore non. Fait que si vous pensez que vous avez la solution dans vos mains, ce sera le fun. Non? Bien, la solution, c'est que je vais aller les rencontrer, puis on va lui expliquer c'est quoi, là. Puis je vais lui demander la vraie raison, pourquoi ça vous dérange que la municipalité demande une priorité pour ses travailleurs? Bien, on l'a fait. On l'a fait. Puis Ben oui, la réponse a été négative. Vous l'avez fait, Dufault. mais je comprends pas. C'est ça que je comprends pas. Oui, regarde, là, vous avez été 23 ans là. Ça fait que j'ai été 23 ans là, mais les années que j'étais là, ça n'a jamais été demandé par la municipalité. Ça n'a jamais été demandé par la municipalité. Non, ça n'a jamais été demandé par la municipalité. Nous, on l'a fait. Là. Je te le dis que si vous l'avez fait, mais ça a été, la réponse est négative. Je comprends pas encore pourquoi. Bon, le pourquoi de la chose. Je ne le comprends pas. Franchement, là, vous, là, est-ce que vous trouvez ça normal que la Société des traversiers du Québec refuse une demande de la municipalité, qui vient de la municipalité, pour ses travailleurs, pour les avantager, pour être capable de les attirer pour venir à l'île aux Coudes? Non, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible, je suis d'accord avec vous. Ben, c'est incompréhensible. Mais c'est la réponse qu'on a tous les ans. En tout cas, moi, je vais aller voir à ça sérieusement. Puis, ça n'a pas de bon sens. Ben, si jamais vous êtes là, vous irez voir. Peut-être je vais le voir, puis la politique a peut-être changé. Je vais aller voir la lettre, puis j'ai hâte que vous nous montrez la lettre. J'ai hâte de la voir. Ben oui. Parce que sur les résolutions, les procès-verbaux, les résolutions, j'ai pogné de pas mal de long à large, là, puis j'ai jamais vu une demande pour autoriser demander à la Société des traversiers du Québec. En conclusion, M. Desgagnés, s'il vous plaît, là-dessus, parce que votre temps de débat termine là-dessus, M. Desgagnés. Bon, moi, dites-moi pas qu'on le fait pas. Je suis en contact direct avec les dirigeants en bas, puis on a tout le temps la même réponse. Toujours, qu'il n'y a pas de priorité à donner. Merci, M. Desgagnés. Alors, c'est ce qui conclut le 5 minutes d'échange libre, qui a été bien animé. Merci, messieurs, d'avoir participé. Pour clore cette première soirée électorale, chacun des candidats dispose maintenant d'1 minute pour une conclusion et le tirage au sort à faire en sorte que c'est M. Desgagnés qui commence avec sa conclusion, 5 minutes de conclusion. M. Desgagnés, la parole est à vous. Alors, citoyens, citoyennes de l'île aux Coudres, propriétaires de résidences secondaires ou de terrains fonciers, ce que je vous demande pour le 7 novembre, c'est de me faire confiance encore pour un autre délai de 4 ans pour vous servir pleinement. J'ai encore des beaux projets à vous soumettre. Là. J'ai la Pointe du Bout d'en bas qui devrait finir l'acquisition d'ici quelques semaines. Alors ça, c'est un beau projet de parc public qui peut continuer. On a plein d'idées encore, puis avec le conseil en place et l'administration en place, je pense qu'on fait une belle équipe. Et alors, tout ce que je souhaite, c'est que le 7 novembre prochain, c'est que vous me permettiez de poursuivre encore 4 ans cette passion pour la politique municipale. Monsieur Desgagnés, merci beaucoup. Monsieur Dufault, maintenant, vous disposez d'1 minute pour la conclusion. Alors, mesdames, messieurs, j'ai la ferme conviction que je peux ajouter un vent de changement dans notre municipalité. Je serai à l'écoute à l'écoute et disponible. Mes premières actions seront les suivantes, c'est d'inviter la population à venir présenter notre nouveau conseil municipal pour donner leur force et assurer un suivi des demandes. Faire une rencontre avec la STQ sera ma priorité pour voir qu'est-ce qui se passe là sur le non-réceptivité de la priorité pour les insulaires. Ça, soyez-en sûrs que je vais m'assurer de ça. Et en fin de compte, certains diront certains diront que c'est du temps perdu de faire la promotion de notre île là, pour les nouveaux arrivants et tous ceux qui... On vous demande de conclure? Ah, on peut continuer, OK. Non, vous devez conclure, s'il vous plaît. Oui, pour la conclusion, en tout cas. Pour la conclusion, c'est que
je vais être un homme disponible, indépendant de toute ouverture Merci. partisane. Et je suis un gars proactif, puis j'ai Merci, quand même un M. bon Dufault. leadership et j'ai hâte de travailler avec tous les comités qui sont en place. Merci, M. Dufour. Alors, vous m'excuserez d'avoir dû interrompre, mais je voulais absolument m'assurer que chacun dispose d'un temps d'antenne égal. Alors, c'est ce qui conclut notre première soirée électorale à TVCO. Dès demain, vous pourrez voir des entrevues que nous avons réalisées avec les maires des villes des éboulements de Saint-Hilarion et de Saint-Urbain. Mercredi soir, 19h30, on a un débat, une soirée électorale, entre les candidats de Petite-Rivière-Saint-François, alors que jeudi prochain, toujours à 19h30, on fait la grande tournée des districts de Baie-Saint-Paul en compagnie des candidats et des 2 candidats à la mairie. Donc, soyez des nôtres toute la semaine. En terminant, je voudrais remercier nos 2 aspirants à la mairie de l'île aux Coudres de s'être présentés aujourd'hui et d'avoir participé à l'exercice. Messieurs, c'est apprécié. On espère que ça vous permettra d'avoir une idée plus claire en vue des élections du 7 novembre prochain. Et au nom de toute l'équipe de TVCO, je vous dis à demain, 19h30. En direct de nos studios de Maison-Mère, on vous présente maintenant notre 2e rencontre électorale. Ce soir, on va avoir l'occasion de vous présenter et puis d'échanger avec les 2 candidats à la mairie de Petite-Rivière-Saint-François, M. Jean-Guy Bouchard ainsi que M. Serge Bilodeau. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous rappeler le format qui va être abordé pendant cette soirée électorale. Alors, chaque candidat aura, et c'est important de le mentionner, 1 minute pour faire sa présentation. Ensuite, chaque candidat aura 3 questions et 2 minutes pour répondre à chacune de ces 3 questions. Ensuite, les candidats ont accepté de tenir une discussion libre entre eux. Et à ce moment-là, le tirage au sort a décidé que ce serait M. Bilodeau qui prendrait la parole en premier lors des échanges libres. Et enfin, pour conclure l'émission, chaque candidat aura 1 minute pour vous adresser enfin la parole. Les questions d'aujourd'hui tournent autour de 3 thèmes. C'est notre journaliste Isabelle Pailleur, bonsoir, qui va poser les questions. Absolument. Et Isabelle, vous pouvez nous rappeler les thèmes qui seront abordés ce soir? Oui, avec plaisir. Donc, 3 thèmes. Le premier, la vie municipale. Le deuxième, le développement économique et environnement. Et le troisième, culture, loisirs et tourisme. Donc, tout au long de la prochaine demi-heure, nos candidats vont s'exprimer sur différents thèmes, sur les questions qu'on va leur poser. J'aimerais tout de suite vous dire, ce n'est pas un exercice facile auquel nous les avions conviés ce soir. Ils ont accepté d'être avec nous et de participer à l'exercice. Je vous demande donc d'exercer une certaine tolérance envers nos candidats. Ce ne sont pas des gens qui font de la télévision à tous les jours et on les met dans une situation de télévision en direct. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de tolérance et surtout, concentrez-vous sur ce qu'ils ont à dire. Et on vous souhaite là-dessus une bonne soirée. On va tout de suite commencer donc avec la première présentation. Le tirage au sort a fait en sorte que ce soit M. Jean-Guy Bouchard qui, le premier, vous fasse sa présentation. M. Bouchard, la parole est à vous. Alors, bonsoir à tous, citoyens et citoyennes de Petite-Rivière, résidents et non-résidents. La première d'entrée, c'est de me présenter. Moi, Jean-Guy Bouchard, je suis père de 3 enfants et grand-père de 9 petits-enfants. J'ai été impliqué dans le milieu municipal autour des années 82 comme échevin municipal. Et de 82, j'ai été comme 7 ans à l'échevin. J'ai travaillé au développement de Petite-Rivière pendant toutes ces années, pendant 21 ans. Et on a travaillé à l'élément, à l'époque, c'était au tout début des infrastructures. Il n'y avait rien. Les gens, à cette époque-là, n'avaient pas d'eau potable dans les moments de sécheresse comme aujourd'hui. J'ai dû m'attaquer aux infrastructures de base là, pour permettre à un moment donné que notre village là, peuvent avoir au moins les premiers pas de développement là, en termes de services publics. Et ce sont des éléments que j'ai développés avec le temps. Et je me suis impliqué graduellement dans la mise en valeur du centre communautaire de réfection du quai de Petite-Rivière. Et j'ai fait aussi plusieurs projets là, à ce niveau-là pour permettre à un moment donné de mettre la table là, pour amorcer le développement. On sait que le massif était à nos portes. Le projet n'était pas connu tel comme il est aujourd'hui. Le village a changé, mais les infrastructures de base ont permis finalement de mettre la table pour pouvoir avoir le fer de lance pour initier le projet de développement qu'on connaît aujourd'hui.
Monsieur Bouchard, merci. La parole est plaisir. maintenant à Monsieur Bilodeau pour son allocution d'ouverture. Bonsoir à tous. Je me présente Serge Bilodeau, citoyen de la municipalité depuis 2005. Mon prédécesseur s'est fait élire en promettant des changements, et il y en a eu. Mais l'implantation des changements ne se fait pas en criant ciseaux. C'est pour cela qu'il faut poursuivre dans ce sens. C'est un travail d'équipe avec le nouveau conseil que nous pourrions arriver à cette fin. À titre de pro-maire, pendant les 4 dernières années, je suis conscient que le rôle du maire est avant tout d'appliquer les décisions du conseil et non l'inverse. J'ai l'ambition de croire que nous pouvons être une municipalité modèle sur plusieurs plans et je veux que par nos actions soit honoré notre slogan « Belle à vivre, belle à voir, belle à vivre ». Merci. Monsieur Bilodeau, je vous remercie pour cette présentation. On va donc immédiatement, si vous le voulez bien, passer à la première période de questions. Le tirage au sort a fait également en sorte qu'on inverse chacune des questions par rapport à l'ordre qui était établi au départ. Donc, la première question, ça sera posée par Mme Isabelle Paillard. Madame Elisabeth Paillard, la parole est à vous. Oui, alors, Monsieur Bilodeau, c'est à vous. Je vous pose la première question. Quelles orientations souhaitez-vous donner au développement de votre municipalité, notamment pour attirer les nouvelles familles? Comme vous le savez, le développement d'une municipalité va au-delà du lotissement des terrains. Fait qu'il faut mettre en place, il ne faut pas juste lotir des terrains, ça fait qu'il faut mettre en place des conditions qui favorisent la vie de quartier et qui répondent aux besoins des familles modernes. On parle d'accès aux transports en commun, Internet haute vitesse, taux de taxation stable. Oui. Oui, il faut investir pour attirer des nouvelles familles, mais il ne faut pas négliger aussi les citoyens qui sont déjà là. Il faut être en mesure de les garder et qu'ils restent toujours à la municipalité. Pour cela, il faut se planifier à long terme, prendre en considération les impacts de tout projet sur l'ensemble de la municipalité, aujourd'hui et dans le futur. Cette orientation ne se doit pas être celle d'un individu, mais bien une vision du long terme dans l'ensemble de la population. Ce plan sera donc une guide, des balises pour les futures décisions du Conseil en respectant le thème « Belle à voir, belle à vivre ». Plus concrètement, si on peut parler présentement, la municipalité a déjà des programmes d'aide à l'établissement. Il faut seulement les faire connaître. Il a réalisé 2 projets présentement qui sont la phase 1 du programme de logement de prix abordable, 20 unités. Le développement immobilier au quai. Puis après ça, il y a au niveau du développement économique, une diversité économique. On a un parc entrepreneurial, phase 1. On faut mettre sur pied la phase 2. Fait que c'est tous des projets qui vont aider à la diversité économique de notre municipalité, puis en même temps d'apporter les nouvelles familles sur notre territoire. Monsieur Bilodeau, merci. Maintenant, Mme Paillard pour M. Bouchard. Oui. Alors, je poursuis. Première question, toujours avec M. Bouchard. Quelles orientations souhaitez-vous donner au développement de votre municipalité, notamment pour attirer de nouvelles familles? Moi, de mon métier, j'œuvre au niveau du transport scolaire. Je sais combien c'est important d'avoir des nouvelles inscriptions à l'école. Cette année, déjà là, il y a déjà de l'intérêt. On a 6 nouveaux enfants qui s'inscrivent à la maternelle. Donc, évidemment, là, le noyau du village avec la partie des développements et les projets de développement ont fait en sorte déjà qu'il y a des jeunes familles qui s'installent graduellement. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut mettre des services qu'on a perdus dernièrement. Le service de garderie en milieu familial, ce sont des atouts. Le volet loisirs, le volet aussi des pistes cyclables pour permettre à un moment donné à des jeunes familles de pouvoir s'intéresser chez nous et à y vivre. Puis développer peut-être des éléments peut-être plus de commerce de services. Des éléments comme ça qui pourraient permettre à un moment donné à des familles de s'installer chez nous avec des montants de taxes qui seraient moins onéreux pour ceux qui veulent s'investir chez nous, dans leur résidence. Il y a eu des choses de fait, là. Il n'y a pas rien de fait, là. Je pense qu'il y a eu des démarrages de fait à ce niveau-là, dans des approches au niveau de l'hébergement. Puis il faut davantage aller plus loin que ça. On a déjà, moi, dans mon passé, le domaine du ruisseau qui était une phase 1 qu'on a complétée et possiblement on pourrait faire une phase 2. Mon collègue a parlé du secteur du quai, c'est un élément en soi. Puis là, il ne faut pas oublier tout l'hébergement qui va y avoir lieu sur le site du massif comme tel, qui va apporter des nouveaux travailleurs, qui va apporter aussi des nouvelles familles. Et il y a des habitations de prévues à la base de la station, mais on peut avoir aussi des habitations de prévues à l'intérieur du noyau du village. Moi, je tiens beaucoup à ce que ces éléments-là soient mis en valeur pour commander. Puis il y a les activités loisirs qui sont quand même déjà bien organisées, mais il faut les structurer davantage pour apporter finalement plus d'événements
éléments au niveau de la culture, entre autres la bibliothèque, projet de bibliothèque qui est déjà en amorce pour une amélioration, peut permettre à un moment donné à ce qu'il y ait plus d'accessibilité à la bibliothèque. Ce sont des éléments qui permettent à un moment donné d'avoir des incitatifs à des familles de s'implanter chez nous. Monsieur Bouchard, merci pour cette réponse. On y va tout de suite pour la deuxième question qui vous sera posée à nouveau pour respecter l'ordre d'alternance. Alors, M. Bouchard, quels sont les services à la population que vous souhaitez améliorer et ou développer? Bien, je mentionnais tantôt qu'il y en avait déjà en place. Naturellement, il faut aller beaucoup plus loin. On a parlé du réseau routier, actuellement, qui est un milieu déjà qui est un peu insécure en fonction de la circulation qui augmente constamment. Et le volet cyclable qu'on a à peine déjà amorcé, mais il faut aller beaucoup plus loin pour permettre à un moment donné à ce que ces éléments-là soient développés davantage. Et il y a des équipements en loisirs qui sont déjà sur place, qui sont tous neufs. Il y en a eu à l'école, il y en a aussi dans le secteur finalement du centre communautaire où il y a des éléments en soi qui sont bien organisés. Puis moi, il y a un élément que je trouve, il faut s'associer aussi avec ce qu'il y a comme événement et d'activité à la base de la station. Quand tu vois le concept là, avec la piscine, toute la partie du centre d'entraînement physique, il y a des lieux là, de négociation pour que notre population du village là, peuvent utiliser ces activités physiques-là, ces infrastructures de loisirs pour empêcher de dédoubler les investissements dans notre milieu local. Et vice-versa, l'accès au quai pour ces gens qui sont sur le plateau, l'accès au fleuve est déjà là. Il y a eu déjà beaucoup de choses de fait, mais il faut l'améliorer davantage pour permettre, à un moment donné, entre autres, on parle du camping, c'est des volets qui se sont développés, qui se sont finalement freinés avec le temps, mais il faudra regarder pour les redémarrer de façon à ce que les gens peuvent là, davantage là, s'accaparer du site là, public, qui est le seul, le quai de Petite-Rivière. Monsieur Bouchard, merci. On y va maintenant pour la question. Monsieur Bilodeau. Absolument. Monsieur Bilodeau, quels sont les services à la population que vous souhaitez améliorer et ou développer? Excellente question. On a 2 minutes? Vous avez 2 minutes, OK, monsieur. Parfait. Afin de garder ça simple, l'objectif premier, c'est de rendre accessible notre municipalité à l'ensemble des citoyens, à moindre coût. Autant les joyaux qu'on a sur notre territoire que les infrastructures municipaux. On a beaucoup, la salle municipale, la patinoire, c'est tous des accès qu'il faut que les gens connaissent à ce niveau-là. L'autre chose, mettre en place une politique d'achat local. On veut développer justement au niveau du quai, on veut avoir un développement immobilier, mais en même temps, il y a un développement de commerce. Fait que pousser les gens pour un achat local. Internet haute vitesse. Les travailleurs, la majorité des gens, c'est des travailleurs autonomes, travaillent à la maison. Internet haute vitesse sur l'ensemble du territoire, pas seulement dans certains secteurs. Services de transport en commun. Simplifié. Présentement, il faut que les enfants puissent aller à Baie-Saint-Paul. Les gens, il faut qu'ils soient en mesure de pouvoir voyager. Je pense que présentement, il y a un projet, puis la municipalité va être là pour appuyer ce projet-là. Il ne faut pas faire comme un peu le train. Le train, il passe, mais il ne sert pas vraiment à la population de Petite-Rivière. Fait qu'il faut avoir un service qui est utilisé, que les gens de la municipalité s'approprient. Les services de loisirs. Oui, comme M. Bouchard a parlé, la piste cyclable. On peut parler de la phase 3. Déjà là, je pense que la municipalité, on met en place un plan pour se rendre la piste cyclable jusqu'à Baie-Saint-Paul. C'est sûr que c'est des coûts, mais l'idée, comme j'ai mentionné tantôt, c'est qu'il faut avoir une planification à long terme pour pouvoir aller étape par étape et pas se retrouver à la dernière minute. Oh, il faut déposer un projet. Si les gens, il faut s'approprier. Est-ce que c'est vraiment le besoin de la municipalité, des citoyens de la municipalité? Est-ce qu'une piste cyclable ou un terrain de camping, c'est vraiment qu'est-ce que les gens veulent? Ou ils aimeraient mieux avoir une piscine publique? Et encore là, c'est les gens, je pense qu'il va falloir présenter les projets et les gens, la population va avoir à choisir. Mais avant tout, il faut être à l'écoute des citoyens, comme je mentionne, et, comme de raison, selon notre capacité financière. Donner accès à des sentiers. Présentement, les gens du village n'ont pas accès à la montagne. Est-ce qu'il y a moyen de mettre un sentier pour donner accès à la montagne? La même chose, est-ce qu'il y a moyen qu'on mette accès à la plage? Et tous ces accès-là, il faut penser, bon, éventuellement, on va avoir besoin d'un stationnement. Fait qu'il faut voir le projet dans son ensemble et non seulement le petit projet. Merci. Monsieur Bilodeau, merci. On y va maintenant pour la troisième question. Madame Paillard. Oui, alors toujours avec M. Bilodeau. Avec l'ouverture prochaine du Club Med, comment voulez-vous orienter le développement du tourisme dans la municipalité?
encore là, je reviens sur mon point tantôt. L'objectif premier est de rendre accessible notre municipalité aux citoyens et en maximisant l'utilisation des infrastructures. Par contre, par contre, en rendant ça public aux gens, aux citoyens, par la même occasion, les touristes vont avoir accès. Fait que si la plage est accessible aux citoyens, bien, les touristes vont pouvoir y aller. Le stationnement va être aménagé en conséquence. Il faut aussi servir des grands projets. Il faut servir de ces grands projets-là pour bonifier nos projets. Advenant le cas, on parle de l'aménagement de la plage. Normalement, on dit peut-être un budget de, mettons, je me donne un chiffre de 20 000 ou 200 000, mais par contre, si on peut s'associer avec d'autres promoteurs, on va peut-être doubler ce projet-là. Fait qu'il faut vraiment voir dans l'ensemble, mais il faut toujours garder en mémoire et l'objectif, c'est qu'il faut que ça soit accessible aux citoyens. Il ne faut pas que ça devienne seulement les gens, les touristes et les gens de l'extérieur qui aient accès à ça. Par exemple, on parle encore, le service en transport en commun. Le transport en commun, oui, on a besoin pour les citoyens, mais les touristes aussi vont pouvoir le prendre pour partir du Club Med pour aller à la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, l'achalandage du tourisme va permettre de rentabiliser les projets mis sur place. La Maison Gabriel-Leroy, mettre d'avant pour une visibilité internationale. Valorisation des berges, comme je mentionnais, bonification des infrastructures avec accès des touristes et des citoyens. Puis avec un plan de match clair basé sur les besoins des citoyens, il sera facile en même temps de justifier aux promoteurs c'est quoi nos besoins, puis de travailler en harmonie avec eux autres. Merci beaucoup. Monsieur Bilodeau, merci. Pour la dernière question, à Monsieur Bouchard. Exactement. Monsieur Bouchard, voilà la question. Avec l'ouverture prochaine du Club Med, comment voulez-vous orienter le développement du tourisme dans la municipalité? Bien, le développement du tourisme est déjà assez bien accentué, là. Quand on voit toute la partie des plateaux en villégiature avec les implications touristiques que c'est en place actuellement, déjà là, je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait. Au cœur du village comme tel, il y a des zones plus résidentielles maintenant qu'il faut conserver. Et puis que les gens qui viennent nous visiter chez nous, ils veulent voir aussi ce que la population locale vive, comment ils vivent. Ils veulent voir la coutume des gens aussi, mais il faut garder son cachet intégral à ce niveau-là. Et il y a une formule qui a disparu chez nous, qui était là à l'époque. La formule des petites auberges et des gîtes touristiques est une formule d'être très, très, très près des citoyens qui viennent nous visiter, de permettre à un moment donné, dans toute tranquillité, de pouvoir échanger et aussi de pouvoir diriger les gens vers les activités, les événements du village, les organisations qui sont faites de part et d'autre. C'est un élément en soi, à mon avis, qui nous permet à un moment donné d'aller plus loin dans le cas de l'hébergement touristique. Les touristes en soi, on n'a pas à l'inventer chez nous, il y en a déjà pas mal, et on risque d'en avoir beaucoup plus, mais on est heureux de ça. Mais on a une vie quotidienne dans les villages de des gens qui commencent à être inquiets sur la quantité et sur la circulation. Fait qu'à ce moment-là, il faut arrimer le développement touristique avec cette partie qui est là du citoyen ordinaire qui vit dans le village depuis nombre d'années et qui veut garder un peu là, sa quiétude. C'est sûr que le dérangement, le développement, ça dérange. Mais faire rien, ça dérange aussi. Donc, on a choisi plus le volet développement, mais en accentuant un peu avec le pied sur le gaz, puis le pied sur le frein un peu, pour vraiment contrôler et arrimer tout ça. Et maintenant, on invite les gens aussi, à partir du plateau, à venir au village. Il y a des événements qu'on pourrait faire mutuellement en partenariat avec la municipalité dans des activités d'été ou d'automne. Il y a des 1000 choses à faire. Il s'agit de les organiser, puis le monde ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Fait que j'imagine qu'ils vont embarquer, c'est sûr. Monsieur Bouchard, merci. C'est ce qui conclut. Merci, Élisabeth Paillard. C'est ce qui conclut notre période de questions. Maintenant, les deux candidats ont accepté une période de 5 minutes d'échange libre. Et le tirage au sort a fait en sorte que la parole soit d'abord donnée à M. Bilodeau. Et on y va pour 5 minutes d'échange libre. Messieurs, la parole est à vous. Oui. M. Bouchard, comme vous le savez, le dernier conseil a travaillé très fortement pour restructurer au niveau l'encadrement des résidences touristiques. Oui. Et comme j'ai pu voir, vous voulez relancer le dossier. Pourquoi? Moi, j'ai eu des échanges avec quelques-uns là, dans les secteurs du plateau de développement touristique. Et à mon avis, là, il faut qu'il y ait une consultation plus profonde à ce niveau-là. J'ai des gens, moi, qui m'ont parlé qui n'étaient pas nécessairement assez consultés. Il y a tout le volet de la quantité qui dérange beaucoup au niveau du contrôle, finalement, du nombre de personnes qui
entre dans les meublés touristiques. On vous donnait des permis à 7-8 personnes. On se retrouve avec 15 personnes qui sont dans la résidence touristique. Donc, celle qui a une résidence à côté, c'est pas compatible. C'est sûr qu'on est parti dans un volet où il y a la résidence avec un volet touristique. Il faudra, à mon avis, là, corriger ça. Puis je pense que la façon de corriger, savez-vous quoi? Il faut davantage accentuer les plateaux en développement touristique, puis les résidentiels, les mettre peut-être là, dans un secteur plus au cœur du village, puis ou les concentrer dans un endroit où il y a uniquement de la résidence de touristes. Là, ils sont éparpillés un peu partout, ça fait des mécontents. Je ne dis pas qu'on est capable de régler ça demain matin. Ces gens-là ont besoin d'être consultés, mais il faut arriver à trouver une solution là-dessus, à mon avis. Pourquoi cette solution-là, vous ne l'avez pas apportée? Parce que c'est initialement, les zones mixtes, c'est vous qui les avez mis en place. Oui, mais on était dans le balbutiement de la phase 1. Moi, le fief du Massif, le domaine du Massif, ce sont des bébés naissants qu'on a vus naître à la table, des gens qui sont venus négocier. C'était les premiers projets de développement dans notre territoire. On était heureux de les voir. On était partenaires, on les a aidés. Puis, à mon avis, moi, si je suis encore maire, ou si je deviens maire, je vais continuer de les aider. Mais à ce niveau-là, c'est sûr qu'il y a eu peut-être des erreurs de parcours à ce moment-là. Comme vous étiez là à ce moment-là, vous n'avez pas amélioré non plus le réseau. Le problème est toujours existant. On ne l'a pas amélioré. Par contre, oui, non. C'est que tous les dossiers, tous les nouvelles développements sont des zones franches. On a une zone qui est résidentielle, une zone touristique. Puis, êtes-vous conscient qu'avec les chiffres, avec les chiffres présentement, là, c'était au-dessus de 700 unités de résidences touristiques qui étaient juste dans le secteur en haut, ça veut dire une résidence sur 2. Oui. Fait que c'est pour ça que nous autres, on l'a resserré, parce que justement, on pense aux jeunes familles. Les jeunes familles, là, si je m'établis demain matin, je ne veux pas me retrouver avec une résidence touristique à côté de chez nous. Puis par rapport à votre point de vue aussi que vous mentionnez, on ne gère pas le nombre de résidents, le nombre de visiteurs. Vous savez, selon la loi, au niveau municipal, on peut seulement gérer le nombre de chambres. On n'a aucun contrôle pour le nombre de personnes dans les bâtiments. Ça, j'admets que le contrôle est difficile. Mais vous conviendrez avec moi aussi que si on met du résidentiel sur les plateaux en haut, ces gens-là ne viennent pas en bas. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour eux en termes de distance. Entre le sommet de la montagne et le dépanneur en bas, il y a plus de millage qu'aller à la ville de proximité. Vous comprenez très bien ça. Fait que donc, il y a de l'intérêt, oui, pour ceux qui veulent avoir une nature, puis se reposer, c'est parfait, il faut les mettre dans un secteur à part. Ça, je comprends ça. Mais il y a eu déjà là, des éclatements qui ne devraient pas avoir eu lieu dans le temps. Puis là, aujourd'hui, il faut essayer d'améliorer ça pour que les gens soient plus heureux, puis essayer de doser pour que ça soit plus raisonnable. Donc, si je comprends bien, vous voulez faire 2 villages. Le village d'en bas, qui est les résidences permanentes, et le village d'en haut, ça serait seulement touristique. Non, vous m'avez mal compris. Ce n'est pas dans ce sens-là que je veux dire. Quand vous parce parlez que plateau... les résidences en haut, là, il y en a déjà. Mais il faut les garder dans un secteur approprié, ne pas nécessairement éclater les zones de meublé touristique. Moi, je sens qu'il y a des pressions de des gens qui font de la business en hébergement touristique, puis qui ciblent des noyaux et ils viennent faire modifier le zonage pour permettre à un moment donné de faire plus de meublé touristique dans le secteur. Puis à ce moment-là, le contrôle est difficile à prendre parce qu'au niveau des épurateurs, toute la partie épuration des eaux usées, quand vous avez des capacités de 8 personnes, puis il y en a 15 là-dedans, comment est-ce que vous pensez que les eaux usées décantent dans les fosses septiques? Et ça prend 2 fosses septiques, ça prend un contrôle accru pour s'assurer que la nappe phréatique ne soit pas contaminée. Ça, les règlements municipaux sont là pour ça. Oui, mais la manière que je peux... Bilodeau, s'il vous plaît, oui. Oui, la manière que je peux comprendre, M. Bouchard, tout le cheminement puis tout le processus que la municipalité a fait, on a eu des consultations, on a eu même 2 consultations pour chacune des zones. On a eu des consultations avec le public. Premier dépôt, deuxième dépôt. La manière que je peux comprendre, vous n'avez pas suivi le dossier dans son entité. Non, sinon je n'étais pas à la table du conseil naturellement, mais j'ai eu des commentaires. En tant que citoyen, vous auriez pu le suivre. J'ai eu des commentaires. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de travail de fait. Là. C'est pas là-dessus que j'en ai. Il y a eu du travail de fait. Il y a le règlement en tel, là, le 677, là. Il y a des choses, vous avez mis un certain contrôle. Ça, là-dessus, c'est pas là-dessus que j'en ai. Mais il faut regarder davantage pour aller plus loin que ça. Sur les volumes. C'est ce qui conclut, messieurs, cette période d'échange libre. On vous remercie pour vos échanges civilisés. C'est maintenant le temps de passer à la conclusion. Et encore une fois, le tirage au sort a désigné M. Jean-Guy Bouchard, le premier à nous présenter sa conclusion. M. Bouchard, vous avez 1 minute. À vous la parole pour la conclusion, s'il vous plaît. On parle à la caméra. OK. Alors, mesdames et messieurs, citoyens de Petite-Rivière, résidents et non-résidents, j'ai le goût de m'impliquer encore pour un second mandat.
Je m'étais retiré dans mes terres une époque parce qu'à un moment donné, le temps était pour moi, puis il y a eu des circonstances aussi que j'ai dû quitter. Mais par contre, l'intérêt m'est venu graduellement parce que des gens qui étaient dans le milieu local m'ont sollicité pour évaluer, à me représenter. Et naturellement, j'ai accepté. Il faut dire que la flamme n'était pas éteindue complètement. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision de faire un second mandat et de bien vous représenter. Les gens, vous me connaissez, vous savez mes capacités de réalisation au niveau des projets. Vous connaissez aussi de où je peux aller en termes de développement, mais tout en respectant finalement la capacité aussi des payeurs de taxes. Ça, c'est une de mes objectifs à laquelle on s'est donné. Et moi, le 7 novembre, ce que je vous demande, je vais avoir un mandat fort pour que je puisse vous permettre de mieux vous représenter et être capable là, d'aller à la hauteur finalement là, des objectifs que la municipalité va se donner dans les prochaines années. M. Bouchard, merci. Merci. Pour le mot de la fin, la parole est maintenant à M. Serge Bilodeau. Le 7 novembre prochain, vous, les citoyens de Petite-Rivière-Saint-François, vous avez la responsabilité de choisir quel candidat occupera le poste de maire pour les 4 prochaines années. Votre vote personnel, confidentiel, doit se baser sur vos valeurs et vos convictions. La proposition que je vous fais est de travailler pour tous les citoyens de Petite-Rivière, avec les conseillers qui feront partie du prochain conseil, dans un esprit de collaboration et d'échange d'idées. J'ai investi temps et énergie pour acquérir des compétences et les connaissances nécessaires pour assurer la bonne gestion de notre municipalité et je suis prêt à le mettre en pratique. Je m'engage à réaliser les projets qui sont déjà sur la table et de travailler pour ensuite pour le développement économique et social de Petite-Rivière. Je m'engage à le faire avec rigueur, intégrité, écoute, disponibilité et surtout en toute honnêteté. Merci beaucoup. C'est ce qui complète notre soirée électorale de ce soir en compagnie des 2 candidats à la mairie de Petite-Rivière-Saint-François. M. Bouchard, M. Bilodeau, nous vous remercions pour votre participation à cette émission. Et on vous rappelle à tous que demain, ce sera au tour des candidats de 4 districts à Baie-Saint-Paul ainsi que les 2 aspirants à la mairie de se présenter à nos studios pour une autre émission en direct qui portera cette fois sur les élections à la ville de Baie-Saint-Paul. Alors à tous, d'abord, merci à nos participants, merci à toute l'équipe technique, merci d'avoir été là avec nous et on vous donne rendez-vous demain 19h30 pour la soirée électorale de Baie-Saint-Paul.